Chapitre 1er, septembre 1815. Vendredi 1er septembre au mercredi 6. Île du Cap-Vert, navigation, détails, etc. Napoléon au siège de Toulon, commencement de Duroc, de Junot, querelle avec des représentants du peuple, querelle avec Aubry, anecdote sur Vendémiaire, Napoléon général de l'armée d'Italie, pureté d'administration, désintéressement, pourquoi petit caporal, différence du système du directoire avec celui du général de l'armée d'Italie. Le 1er septembre, notre latitude nous annonçait que nous verrions les îles du Cap-Vert dans la journée. L'horizon était couvert. À la nuit, nous n'apercevions encore rien. L'amiral, convaincu que nous avions de l'erreur en longitude, allait prendre sur la droite à l'ouest pour rencontrer ces îles, lorsqu'un brick qui était à l'avant fit signal qu'il les découvrait à gauche. Il s'éleva dans la nuit une espèce de tempête du sud-est, et si l'erreur eût été en sens opposé et que l'amiral eût pris en effet sur la droite, nous aurions pu nous trouver en perdition. Ce qui prouve que, malgré les grands progrès de l'art, les chances demeurent encore fort dangereuses. Le vent toujours très fort et la mer très grosse, l'amiral préféra continuer sa route plutôt que de s'obstiner à faire de l'eau. Il espérait d'ailleurs en avoir assez. Tout nous annonçait un passage prospère, nous étions déjà fort avancés, les circonstances continuaient d'être favorables. La température était douce, notre navigation était heureuse. Elle eût pu même nous paraître agréable si elle s'était faite dans nos projets et d'après notre volonté. Mais comment oublier nos maux et se distraire de notre avenir ? Le travail seul pouvait nous faire supporter la longueur et l'ennui de nos journées. J'avais imaginé d'apprendre l'anglais à mon fils. L'empereur, à qui je parlais de ses progrès, voulut l'apprendre aussi. Je m'étudiais à lui composer une méthode et un tableau très simple qui devait lui en éviter tout ennui. Cela fut très bien 2 ou 3 jours, mais l'ennui de cette étude était au moins égal à celui qu'il s'agissait de combattre. L'anglais fut laissé de côté. L'empereur me reprocha bien quelquefois de ne plus continuer mes leçons. Je répondais que j'avais la médecine toute prête, s'il avait le courage de l'avaler. Du reste, vis-à-vis des Anglais surtout, sa manière d'être et de vivre, toutes ses habitudes, continuaient à être les mêmes. Jamais une plainte, un désir, toujours impassible, toujours égal, toujours sans humeur. L'amiral qui, je crois, sur notre réputation, s'était fort cuirassé au départ, se désarmait insensiblement et prenait chaque jour plus d'intérêt à son captif. Il venait, au sortir du dîner, représenter que le serein et l'humidité pouvaient être dangereux. Alors l'empereur prenait quelquefois son bras et prolongeait avec lui la conversation, ce qui semblait remplir Sir George Cockburn de satisfaction. Il s'en montrait heureux. On m'a assuré qu'il écrivait avec soin tout ce qu'il pouvait recueillir. S'il en était ainsi, ce que l'empereur a dit un de ces jours à dîner sur la marine, nos ressources navales dans le Midi, celles qu'il avait déjà créées, celles qu'il projetait encore sur les ports, les mouillages de la Méditerranée, ce que l'amiral écoutait avec cette anxiété qui redoute l'interruption, tout cela composera pour un marin un chapitre vraiment précieux. Je reviens aux détails recueillis des conversations habituelles. En voici sur le siège de Toulon. En septembre 1793, Napoléon Bonaparte, âgé de 24 ans, était encore inconnu au monde qu'il devait remplir de son nom. Il était lieutenant-colonel d'artillerie et se trouvait depuis peu de semaines à Paris, venant de Corse, où les circonstances politiques l'avaient fait succomber sous la faction de Paoli. Les Anglais venaient de se saisir de Toulon, on avait besoin d'un officier d'artillerie distingué pour diriger les opérations du siège. Napoléon y fut envoyé. Là le prendra l'histoire pour ne plus le quitter, là commence son immortalité. Je renvoie aux mémoires de la campagne d'Italie, on y lira le plan d'attaque qu'il fit adopter, la manière dont il l'exécuta. On y verra que c'est lui précisément et lui seul qui prit la place. Ce dut être un bien grand triomphe, sans doute, mais pour l'apprécier plus dignement encore, il faudrait surtout comparer le procès-verbal du plan d'attaque avec le procès-verbal de l'évacuation. L'un est la prédiction littérale, l'autre est l'accomplissement mot à mot. Dès cet instant, la réputation du jeune commandant d'artillerie fut extrême.
L'empereur n'en parle pas sans complaisance. C'est une des époques de sa vie où il a éprouvé, dit-il, le plus de satisfaction. C'était son premier succès. On sait que c'est celui qui imprime les plus doux souvenirs. La relation de la campagne d'Italie peindra suffisamment les 3 généraux en chef qui se sont succédés durant le siège. L'inconcevable ignorance de Cartaux, la sombre brutalité de Dopé et la bravoure bonhommière de Dugommier, je n'en dirai rien ici. Dans ces premiers moments de la Révolution, ce n'était que le désordre dans le matériel, l'ignorance dans le personnel, tant à cause de l'irrégularité des temps que de la rapidité et de la confusion qui avaient présidé aux avancements. Voici qui peut donner une idée des choses et des mœurs de cette époque. Napoléon arrive au quartier général. Il aborde le général Cartaux, homme superbe, doré, dit-il, depuis les pieds jusqu'à la tête, qui lui demande ce qu'il a pour son service. Le jeune officier présente modestement sa lettre qui le chargeait de venir, sous ses ordres, diriger les opérations de l'artillerie. « C'était bien inutile, dit le bel homme, en caressant sa moustache. Nous n'avons plus besoin de rien pour reprendre Toulon. Cependant, soyez le bienvenu. Vous partagerez la gloire de le brûler demain sans en avoir pris la fatigue. » Et il le fit rester à souper. On s'assied, 30 à table, le général seul est servi en prince, tout le monde meurt de faim, ce qui, dans ces temps d'égalité, choqua étrangement le nouveau venu. Au point du jour, le général le prend dans son cabriolet pour aller admirer, disait-il, les dispositions offensives. À peine a-t-on dépassé la hauteur et découvert la rade, qu'on descend de voiture et qu'on se jette sur les côtés, dans les vignes. Le commandant d'artillerie aperçoit alors quelques pièces de canon, quelques remuements de terre auxquels, à la lettre, il lui est impossible de rien conjecturer. Dit fièrement le général qui parlait à son aide de camp, à son homme de confiance, sont cela nos batteries ? Oui, général. Et notre parc ? Là, à 4 pas. Et nos boulets rouges ? Dans les bastides voisines, où 2 compagnies les chauffent depuis ce matin. Mais comment porterons-nous ces boulets tout rouges ? Et ici, les 2 hommes de s'embarrasser et de demander à l'officier d'artillerie si, par ses principes, il ne saurait pas quelque remède à cela. Celui-ci, qui eût été tenté de prendre le tout pour une mystification, si les 2 interlocuteurs y eussent mis moins de naturel, car on était au moins à 1 lieue et demie de l'objet à attaquer, employa toute la réserve, le ménagement, la gravité possible, pour leur persuader, avant de s'embarrasser de boulets rouges, d'essayer à froid, pour bien s'assurer de la portée. Il eut bien de la peine à y réussir, et encore ne fût-ce que pour avoir très heureusement employé l'expression technique du coup d'épreuve, qui frappa beaucoup et les ramena à son avis. On tira donc ce coup d'épreuve, mais il n'atteignit pas au tiers de la distance, et le général et son aide de camp de vociférer contre les Marseillais et les aristocrates qui auront, malicieusement sans doute, gâté les poudres. Cependant arrive à cheval le représentant du peuple, c'était Gasparin, homme de sens qui avait servi Napoléon, jugeant dès cet instant toutes les circonstances environnantes et prenant audacieusement son parti, se rehausse tout à coup de 6 pieds, interpelle le représentant, le somme de lui faire donner la direction absolue de la besogne, démontre sans ménagement l'ignorance inouïe de tout ce qui l'entoure et saisit dès cet instant la direction du siège, où dès lors il commanda en maître. Cartaux était si borné qu'il était impossible de lui faire comprendre que pour avoir Toulon plus facilement, il fallait aller l'attaquer à l'issue de la rade. Et comme il était arrivé au commandant d'artillerie de dire parfois, en montrant cette issue sur la carte, que c'était là qu'était Toulon, Cartaux le soupçonnait de n'être pas fort en géographie. Et quand enfin, malgré sa résistance, l'autorité des représentants eut décidé cette attaque éloignée, ce général n'était pas sans défiance sur quelque trahison. Il observait souvent avec inquiétude que Toulon n'était pourtant pas de ce côté. Cartaux voulut un jour forcer le commandant de placer une batterie adossée à une maison, ce qui n'admettait aucun recul. Une autre fois, revenant de la promenade du matin, il mande le même commandant pour lui dire qu'il vient de découvrir une position d'où une batterie de 6 à 12 pièces doit infailliblement procurer Toulon sous peu de jours. C'était un petit tertre d'où l'on pouvait battre à la fois, prouvait-il, 3 ou 4 forts en plusieurs points de la ville.
Il s'emporte sur le refus du commandant de l'artillerie, qui fait observer que si la batterie battait tous les points, elle en serait battue, que les 12 pièces auraient affaire à 150, qu'une simple soustraction devait lui suffire pour lui faire connaître son désavantage. Le commandant du génie fut appelé en conciliation, et comme il fut tout d'abord de l'avis du commandant d'artillerie, Cartaux disait qu'il n'y avait pas moyen de rien tirer de ces corps savants parce qu'ils se tenaient tous par la main. Pour prévenir des difficultés toujours renaissantes, le représentant décida que Cartaux ferait connaître son grand plan d'attaque au commandant d'artillerie, qui en exécuterait les détails d'après les règles de son arme. Voici quel fut le plan mémorable de Cartaux. Le général d'artillerie foudroiera Toulon pendant 3 jours, au bout desquels je l'attaquerai sur 3 colonnes et l'enlèverai. Mais à Paris, le comité du génie trouva cette mesure expéditive beaucoup plus gaie que savante, et c'est ce qui contribua à faire rappeler Cartaux. Les projets du reste ne manquaient pas. Comme la reprise de Toulon avait été donnée au concours des sociétés populaires, ils abondaient de toutes parts. Napoléon dit qu'il en a bien reçu 600 durant le siège. Quoi qu'il en soit, c'est au représentant Gasparin que Napoléon dut de voir son plan, celui qui donna Toulon, triompher des objections des comités de la Convention. Il en conservait un souvenir reconnaissant. C'était Gasparin, disait-il, qui avait ouvert sa carrière. Dans tous les différends que Cartaux avait avec le commandant d'artillerie, lesquels se passaient la plupart du temps devant sa femme, celle-ci prenait toujours le parti de l'officier d'artillerie, disant naïvement à son mari « Mais laisse donc faire ce jeune homme, il en sait plus que toi, il ne te demande rien, ne te rends-tu pas compte, la gloire te reste ?» Cette femme n'était pas sans beaucoup de bon sens. Retournant à Paris, après le rappel de son mari, les Jacobins de Marseille donnèrent au ménage disgracié une fête superbe. Pendant le repas, comme il y était question du commandant d'artillerie qu'on élevait au nu, « Ne vous y fiez pas, dit-elle, ce jeune homme a trop d'esprit pour être longtemps un sans-culotte. » Sur quoi le général de s'écrier gravement, et d'une voix de stentor, « Femme Cartaux, nous sommes donc des bêtes, nous ?» « Non, je ne dis pas cela, mon ami, mais tiens, il n'est pas de ton espèce, il faut que je te le dise. » Un jour, au quartier général, on vit déboucher, par le chemin de Paris, une superbe voiture. Elle était suivie d'une 2e, 3e, d'une 10e, d'une 15e, etc. Qu'on juge, dans ces temps de simplicité républicaine, de l'étonnement et de la curiosité de chacun. Le grand roi n'eût pas voyagé avec plus de pompe. Tout cela avait été requis dans la capitale. Plusieurs étaient des voitures de la cour. Il en sort une 60aine de militaires d'une belle tenue qui demandent le général en chef. Ils marchent à lui avec l'importance d'ambassadeur. « Citoyen général, dit l'orateur de la bande, nous arrivons de Paris. Les patriotes sont indignés de ton inaction et de ta lenteur. Depuis longtemps, le sol de la République est violé. Elle frémit de n'être pas encore vengée. Elle se demande pourquoi Toulon n'est pas encore repris, pourquoi la flotte anglaise n'est pas encore brûlée. Dans son indignation, elle a fait un appel aux braves. Nous nous sommes présentés et nous voilà, brûlants d'impatience de remplir son attente. Nous sommes canonniers volontaires de Paris. Fais-nous donner des canons. Demain, nous marchons à l'ennemi. » Le général, déconcerté de cette incartade, se retourne vers le commandant d'artillerie qui lui promet tout bas de le faire délivrer le lendemain de ses fiers bras. On les comble d'éloges, et au point du jour, le commandant d'artillerie les conduit sur la plage et met quelques pièces à leur disposition. Étonné de se trouver à découvert depuis les pieds jusqu'à la tête, il demande s'il n'y aura pas quelques abris, quelques bouts d'épaulement. On leur répond que c'était bon autrefois, que ce n'est plus la mode, que le patriotisme a rayé tout cela. Mais pendant le colloque, une frégate anglaise vient à lâcher une bordée, et tous les bravages de s'enfuir. Alors ce ne fut plus qu'un cri dans le camp, les uns disparurent, le reste se fondit modestement dans les derniers rangs. Et tout alors n'était que désordre, anarchie. Le faiseur du général en chef, qui avait trouvé le secret de nous déplaire extrêmement, disait Napoléon, faisait fort l'entendu et tracassait sans cesse les artilleurs dans leurs parcs et leurs batteries.
On imagine gaiement de s'en délivrer, on le tourne en ridicule, on s'excite, on se monte la tête. Et tout à coup, il paraît, avec sa confiance ordinaire, tranchant, ordonnant, furetant. On lui répond mal, on lui tend quelques pièges, on se prend de bec. L'orage grossit, la tempête éclate. De toutes parts, on crie à l'aristocrate, on le menace de la lanterne. Et mon homme de piquet des deux, il ne parut on que depuis. Le commandant d'artillerie était à tout et partout. Son activité, son caractère lui avaient créé une influence positive sur le reste de l'armée. Toutes les fois que l'ennemi tentait quelque sortie, on forçait les assiégeants à quelques mouvements rapides et inopinés. Les chefs des colonnes et des détachements n'avaient tous qu'une même parole. « Courez au commandant d'artillerie, disait-on, demandez-lui ce qu'il faut faire, il connaît mieux les localités que personne. » Et cela s'exécutait sans qu'aucun s'en plaignît. Du reste, il ne s'épargnait point. Il eut plusieurs chevaux tués sur lui. Il reçut d'un Anglais un coup de baïonnette à la cuisse gauche, blessure grave qui le menaça quelques instants de l'amputation. Étant un jour dans une batterie où un des chargeurs est tué, il prend le refouloir et charge lui-même 10 à 12 coups. À quelques jours de là, il se trouve couvert d'une gale très maligne. On cherche où elle peut avoir été attrapée. Mouilleron, son adjudant, découvre que le canonnier mort en était infecté. L'ardeur de la jeunesse, l'activité du service font que le commandant d'artillerie se contente d'un léger traitement, et le mal disparut. Mais le poison n'était que rentré, il affecta longtemps sa santé et faillit lui coûter la vie. De là à la maigreur, l'état chétif et débile, le teint maladif du général en chef de l'armée d'Italie et de l'armée d'Égypte. Ce ne fut que beaucoup plus tard, aux Tuileries, après de nombreux vésicatoires sur la poitrine, que Corvisart le rendit tout à fait à la santé. Alors aussi commença cet embonpoint qu'on lui a connu depuis. Napoléon, de simple commandant de l'artillerie de Toulon, eût pu en devenir le général en chef avant la fin du siège. Le jour même de l'attaque du petit Gibraltar, le général Dugommier, qui la retardait depuis quelques jours, voulait la retarder encore. Sur les 3 ou 4 heures de l'après-midi, les représentants envoyèrent chercher Napoléon. Ils étaient mécontents de Dugommier, surtout à cause de son nouveau délai, et voulant le destituer, ils offrirent le commandement au chef de l'artillerie, qui s'y refusa et alla trouver son général, qu'il estimait et aimait, lui fit connaître ce dont il s'agissait et le décida à l'attaque. Sur les 8 ou 9 heures du soir, quand tout était en marche au moment de l'exécution, les choses changèrent. Les représentants interdisaient alors l'attaque. Mais Dugommier, toujours poussé par le commandant d'artillerie, y persista. S'il n'eût pas réussi, il était perdu, sa tête tombait. Tel était le train des affaires et la justice du temps. Ce furent des notes que les comités de Paris trouvèrent au bureau de l'artillerie sous le comte de Napoléon et qui firent jeter les yeux sur lui pour le siège de Toulon. On vient de voir que dès qu'il y parut, malgré son âge et l'infériorité de son grade, il y gouverna. Ce fut le résultat naturel de l'ascendant, du savoir, de l'activité, de l'énergie sur l'ignorance et la confusion du moment. Ce fut réellement lui qui prit Toulon, et pourtant il est à peine nommé dans les relations. Il tenait déjà cette ville que, dans l'armée, on ne s'en doutait point encore. Après avoir enlevé le petit Gibraltar, qui pour lui avait toujours été la clé et le terme de toute l'entreprise, il dit au vieux Dugommier, qui était accablé de fatigue, « Allez vous reposer, nous venons de prendre Toulon, vous pourrez y coucher après-demain. » Quand Dugommier vit la chose en effet accomplie, quand il récapitula que le jeune commandant d'artillerie lui avait toujours dit d'avance, à point nommé, ce qui arriverait, ce fut alors tout à fait de sa part de l'admiration et de l'enthousiasme. Il ne pouvait tarir sur son compte. Il est très vrai, ainsi qu'on le trouve dans quelques pièces du temps, qu'il instruisit les comités de Paris, qu'il avait avec lui un jeune homme auquel on devait une véritable attention, parce que, quelque côté qu'il adoptât, il était sûrement destiné à mettre un grand poids dans la balance. Dugommier, envoyé à l'armée des Pyrénées-Orientales, voulut avoir avec lui le jeune commandant d'artillerie, mais il ne put l'obtenir. Toutefois, il en parlait sans cesse, et depuis, quand cette même armée, après la paix avec l'Espagne, fut envoyée pour renfort à celle d'Italie, qui reçut bientôt après Napoléon pour général en chef, celui-ci se trouva arrivé au milieu d'officiers qui, d'après tout ce qu'ils avaient entendu dire par Dugommier, n'avaient plus assez d'yeux pour le considérer.
Quant à Napoléon, son succès de Toulon ne l'étonna pas trop. Il en jouit, disait-il, avec une vive satisfaction, mais sans s'en émerveiller. Il en fut de même l'année suivante à Saorgio, où ses opérations furent admirables. Il y accomplit en peu de jours ce qu'on tentait vainement depuis 2 ans. Vendémiaire et même Montenotte, disait l'empereur, ne me portèrent pas encore à me croire un homme supérieur. Ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint dans l'idée que je pourrais bien devenir après tout un acteur décisif sur notre scène politique. Alors naquit, continuait-il, la première étincelle de la haute ambition. Toutefois, il se rappelait qu'après Vendémiaire, commandant l'armée de l'intérieur, il donna dès ce temps-là un plan de campagne qui se terminait par la pacification de la côte de Simmering, ce qu'il exécuta peu de temps après lui-même à Leoben. Cette pièce pourrait se trouver peut-être encore dans les archives des bureaux. Dimanche Chapitre 1er, lundi 2 du octobre, 1er au 15 nature octobre des dictées de 1815. l'empereur. Le vent, la mer, la température restaient toujours les mêmes. Ce vent d'ouest, qui nous avait d'abord été si favorable, commençait à nous devenir contraire. Nous étions jetés à l'est dans l'espoir des vents alizés. Mais à présent, nous nous trouvions sous le vent de notre destination, par la continuité de ces vents d'ouest dont la constance surprenait tout le monde et faisait la désolation de tout l'équipage. Pour l'empereur, il continuait régulièrement chaque matin ses dictées auxquelles il s'attachait chaque jour davantage. Aussi les heures lui semblaient-elles désormais moins lourdes. Le vaisseau avait été poussé tellement vite hors du port que tout y était resté à faire en pleine mer. Il n'y avait pas longtemps qu'on venait de le peindre. L'empereur a l'odorat extrêmement délicat. Cette odeur de peinture l'affecta spécialement. Il en fut très incommodé et garda la chambre 2 jours. Chaque soir, c'était un plaisir pour lui, en se promenant sur le pont, de revenir sur le travail du matin. Il ne s'était trouvé d'abord d'autre document qu'un mauvais ouvrage sous le titre de « Guerre des Français en Italie », sans motif, sans but, sans chronologie suivie. L'empereur le parcourait, et sa mémoire faisait le reste. Je la trouvais d'autant plus admirable qu'elle semblait arriver au besoin et comme de commande. L'empereur se plaignait chaque jour, en commençant, que ces objets lui étaient devenus étrangers. Il semblait se défier de lui, disant qu'il ne pourrait jamais arriver au résultat. Il rêvait alors pendant quelques minutes, puis se levait, se mettait à marcher et commençait à dicter. Dès cet instant, c'était un tout autre homme. Tout coulait de source, il parlait comme par inspiration. Les expressions, les lieux, les dates, rien ne l'arrêtait plus. Le lendemain, je lui rapportai au net ce qu'il avait dicté. À la première correction qu'il indiquait, il continuait à dicter le même sujet, comme s'il n'eût rien dit la veille. La différence de cette seconde version à la première était fort grande. Celle-ci était plus positive, plus abondante, mieux ordonnée. Elle présentait même parfois des différences matérielles avec la première. Le surlendemain, à la première correction, encore même opération et troisième dictée qui tenait des 2 premières et les mettait d'accord. Mais à partir de là, eût-il dicté une 4e, une 7e, une 10e fois, ce qui n'a pas été sans exemple, c'était désormais toujours précisément les mêmes idées, le même contexte, presque même les mêmes expressions. Aussi n'avait-on plus besoin de prendre la peine d'écrire, bien que sous ses yeux, il n'y faisait pas d'attention et continuait jusqu'au bout. Si l'on n'avait pas entendu, c'eût été vainement qu'on eût essayé de le faire répéter. Il allait toujours, et comme c'était extrêmement vite, on ne s'y hasardait pas dans la crainte de perdre encore davantage et de ne plus s'y retrouver. Mardi 3 au samedi 7, singulière bizarrerie du hasard. Les vents constants du sud-ouest étaient devenus une véritable calamité. Nous reculions désormais au lieu d'avancer. Nous nous enfoncions tout à fait dans le golfe de Guinée. Nous y aperçûmes un bâtiment qu'on fit reconnaître. L'on fit signal que c'était un Français égaré comme nous et hors de sa route qui, parti d'un port de Bretagne, se rendait à l'île Bourbon. L'empereur s'occupait beaucoup de son manque de livres. Je lui dis en riant que j'en avais peut-être une caisse à bord de ce bâtiment, car j'en avais expédié une à cette destination il y avait peu de mois. Ce que peut être la bizarrerie du hasard, je disais vrai. Si j'avais cherché ce bâtiment, j'aurais inutilement sans doute parcouru toutes les mers. C'était lui. Je l'appris le lendemain quand je connus son nom par l'officier qui en avait fait la visite.
Celui-ci avait étrangement surpris le capitaine, le vieux Français, en lui disant que l'empereur Napoléon était à bord du vaisseau qu'il voyait, faisant route pour Sainte-Hélène. Le bonhomme, secouant la tête avec douleur, lui avait dit « Vous nous privez de notre trésor, vous nous enlevez celui qui pouvait nous gouverner suivant nos mœurs et nos goûts. » Dimanche 8 au mercredi 11, murmure contre l'amiral, examen d'un nouvel ouvrage, réfutation, réflexion. Le temps était d'une obstination sans exemple. Chaque soir, on se consolait de la contrariété du jour, dans l'espoir d'une crise heureuse de la nuit. Mais chaque matin, on se réveillait avec le même chagrin. Nous avions été presque à la vue du Congo. Nous courions pour nous en éloigner. Le temps semblait pris de manière à ne changer jamais. Le découragement était extrême, l'ennui au dernier degré. Les Anglais s'en prenaient à leur amiral. S'il avait pris la route de tout le monde, disait-on, on serait arrivé depuis longtemps. Ses caprices l'avaient porté, contre toute raison, à une expérience dont on ne verrait pas la fin. Les murmures cependant n'étaient pas aussi violents que contre Christophe Colomb. Nous eussions trop ri pour notre compte de le voir réduit à trouver un Saint-Salvador pour se dérober à la crise. Pour moi que le travail employait en entier, je m'occupais à peine de ce contretemps, et qu'importait après tout une prison ou une autre. Quant à l'empereur, il y semblait plus insensible encore, il ne voyait dans tout cela que des jours écoulés. Les mémoires de Napoléon Bonaparte par quelqu'un qui ne l'a jamais quitté pendant 15 ans. Tel fut l'ouvrage qui, dans mon examen, succéda à celui de M. Wilson, volume anonyme, ce qui devait suffire déjà pour inspirer à tous une première défiance. Mais sa contexture et son style imposent bientôt des doutes plus positifs encore à tout lecteur qui a de la réflexion et l'habitude des ouvrages. Enfin, celui qui a vu et qui connaît tant soit peu l'empereur n'hésite pas, dès les premières pages, à affirmer que cet écrit est un véritable roman fait à plaisir, que son auteur n'a jamais connu ni approché l'empereur. Il est à 100 lieues de son langage, de ses habitudes, de tout ce qu'il concerne. L'empereur n'a jamais dit à un ministre « Comte, faites ceci, comte, exécutez cela ». Les ambassadeurs ne venaient point à son lever. Napoléon ne pouvait faire à 14 ans à une dame en compagnie la réponse qu'on lui prête au sujet du vicomte de Turenne, parce que de 10 ans à 18, il était aux écoles militaires et qu'on n'y recevait pas la compagnie des dames. Ce n'est pas Pérignon qui ne le connaissait pas, mais Dugommier qui avait été son général, qui le recommandait d'une manière si distinguée au directoire. C'est une lettre pour rétablir la démocratie et non les Bourbons qu'un militaire adressa dans le temps au premier consul, etc., etc. Jamais l'empereur, auquel on accorda assez généralement en Europe d'avoir été impénétrable dans ses projets et ses vues, n'a eu l'habitude des gestes qui eussent pu le trahir, encore moins des monologues qu'on eût pu entendre. Sa colère ne le jeta jamais dans des accès d'insanité ou d'épilepsie, fable ridicule qui a fait longtemps la nourriture de certains salons de Paris et qu'ils avaient fini par abandonner eux-mêmes quand ils eurent vu que ces accidents n'arrivaient jamais dans les occasions importantes. Cette production est indubitablement un ouvrage de commande, une spéculation de libraire, lequel aura fourni le titre. Quoi qu'il en soit, on eût pensé qu'avec une carrière aussi publique que celle de l'empereur et de ceux qui l'entouraient, l'auteur eût pu montrer plus de connaissance et de vérité. Il sent son insuffisance à cet égard et cherche à s'en défendre en disant qu'il a dû altérer les noms et n'a pas voulu faire certains portraits trop ressemblants. Mais il pousse cette circonspection jusqu'aux faits mêmes. On ne saurait les reconnaître, la plupart sont entièrement de son imagination. Ainsi ce papier d'Égypte, dont la perte cause tant d'anxiété au général en chef. Cette recommandation du jeune Anglais qui transporte Bonaparte de joie en lui ouvrant une si brillante perspective de fortune à Constantinople. Ce vrai mélodrame de la Malmaison, où l'héroïsme de Madame Bonaparte, dont il fait une Amazone, pourvoit avec tant de courage, d'activité au salut de son mari, sont autant de fables, dont la dernière, pour le dire en passant, nous montre que le caractère et les dispositions de l'impératrice Joséphine n'étaient pas plus familiers à l'auteur que ceux de l'empereur.
Toutefois, l'écrivain, en vantant de temps à autre certains traits, relevant certaines actions, combattant certaines impostures, se donne un air d'impartialité qui, aux yeux du vulgaire, joint à sa prétendue situation auprès de l'empereur durant 15 ans, produit un merveilleux effet. La plupart des Anglais du vaisseau s'étaient attachés à cet ouvrage comme à une espèce d'oracle. Il ne revenait pas de voir l'empereur si différent du caractère que lui prête ce roman. Ils étaient plus naturellement portés à penser que l'adversité ou la contrainte changeait l'empereur que d'imaginer que ces choses imprimées étaient tout bonnement des mensonges. À mes observations, il répondait toujours « C'est pourtant d'un homme impartial et qui ne l'a pas quitté depuis 15 ans. » Mais, leur disais-je, quel est le nom de cet homme? S'il vous avait injurié personnellement dans son livre, comment le traîneriez-vous devant un tribunal pour en avoir justice? Le premier d'entre nous ne pourrait-il pas en être l'auteur? Ces arguments étaient sans réplique, sans doute, mais il leur en coûtait beaucoup pour détruire eux-mêmes la première impression qu'ils avaient reçue. Tel est le vulgaire et l'effet inévitable que produisent toujours sur lui les mensonges imprimés. Quoi qu'il en soit, je n'irai pas plus loin sur un ouvrage qui ne vaut pas qu'on s'en inquiète davantage. Je fais grâce de ce qui suivait, je le supprime. En relisant mon manuscrit en Europe, je trouve que l'opinion a fait de tels progrès que j'aurais honte aujourd'hui de combattre des allégations et des faits que l'esprit et le bon goût ont repoussés depuis longtemps et qu'on ne retrouve plus que dans la bouche des sots. Toutefois, en détruisant les idées imaginaires que notre anonyme s'est plu à donner du caractère de Napoléon, on pensera peut-être que j'aurais dû y substituer les miennes. Je m'en donnerai bien de garde. Je me contenterai d'inscrire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je rendrai mes conversations et l'on ne me demandera plus rien. Jeudi 12, vendredi 13. Cependant, à force de patience et à l'aide de quelques légères variations, nous approchions du but, et bien que privés de la mousson naturelle, nous portions désormais sur notre destination, ou tout près. À mesure que nous avancions, le temps nous favorisait davantage. Enfin, le vent devint bon tout à fait, mais ce ne fut guère qu'à 24 heures de notre destination. Samedi 14, vue de Sainte-Hélène. On s'attendait à voir Sainte-Hélène ce jour-là même. L'amiral nous l'avait annoncé. À peine étions-nous sortis de table qu'on cria « Terre !» C'était à un quart d'heure près de l'avant qu'on avait fixé. Rien ne peut montrer davantage les progrès de la navigation que cette espèce de merveille par laquelle on vient de si loin attaquer et rencontrer à l'heure fixe un seul point dans l'espace, phénomène qui résulte de l'observation rigoureuse des points fixes ou de mouvements constants dans l'univers. L'empereur gagna l'avant du vaisseau pour voir la Terre et crut l'apercevoir. Moi, je ne vis rien. Nous restâmes en panne toute la nuit. Dimanche 15, arrivé à Sainte-Hélène. Au jour, j'ai vu l'île à mon aise et de fort près. Sa forme m'a d'abord paru assez considérable, mais elle rapetissait beaucoup à mesure que nous approchions. Enfin, 70 jours après avoir quitté l'Angleterre et 110 après avoir quitté Paris, nous jetons l'ancre vers midi. Elle touche le fond, et c'est là le premier anneau de la chaîne qui va clouer le moderne Prométhée sur son roc. Nous trouvâmes au mouillage une grande partie des bâtiments de notre escadre qui s'étaient séparés de nous ou que nous avions laissés en arrière comme trop mauvais marcheurs. Ils étaient pourtant arrivés il y avait déjà quelques jours, preuve de plus de l'extrême incertitude dans tous les calculs de la mer dès qu'il repose sur les caprices des calmes, la force et les variations du vent. L'empereur, contre son habitude, s'était habillé de bonne heure et apparut sur le pont. Il s'est avancé sur le passe-avant pour considérer le rivage plus à son aise. On voyait une espèce de village encaissé parmi d'énormes rochers arides et pelés qui s'élevaient jusqu'aux nues. Chaque plateforme, chaque ouverture, de toutes les crêtes se trouvaient hérissées de canons. L'empereur parcourait le tout avec sa lunette, j'étais à côté de lui. Mes yeux fixaient constamment son visage, je n'ai pas pu surprendre la plus légère impression, et pourtant c'était là désormais peut-être sa prison perpétuelle, peut-être son tombeau.
Que me restait-il donc à moi à sentir ou à témoigner? L'empereur est rentré, bientôt après, il m'a fait appeler, et nous avons continué à travailler comme de coutume. L'amiral, qui était descendu de bonne heure à terre, est revenu sur les 6 heures extrêmement fatigué. Il avait parcouru toutes les localités et croyait avoir trouvé quelque chose de convenable, mais il fallait des réparations, elles pouvaient tenir 2 mois. Il y en avait déjà près de 3 que nous occupions notre cachot de bois, et les instructions précises des ministres étaient de nous y retenir jusqu'à ce que notre prison de terre fût prête. L'amiral, il faut lui rendre justice, ne se trouva pas capable d'une telle barbarie. Il nous annonça, en laissant percer une espèce de jouissance intérieure, qu'il prenait sur lui de nous débarquer dès le lendemain.